Nous sommes le 15 octobre 1950. Dans notre réalité, c'est la date où le destin du monde a basculé vers la guerre. Mais ce soir-là, à Pékin, dans l'enceinte secrète de Zhongnanhai, l'histoire prend un autre virage. Mao Zedong fume cigarette sur cigarette. Devant lui, deux cartes. Au nord, la Corée, où les troupes américaines du général MacArthur sont en train d'écraser les communistes. Au sud, l'île de Taïwan, le dernier refuge de son ennemi juré, Chiang Kai-shek. Ces généraux le pressent d'intervenir en Corée. Ils disent que les Américains vont envahir la Chine. Mais ce soir-là, Mao écoute son stratège froid, Lin Biao. Lin murmure « La Corée est un piège de glace. Laissez les Américains s'y enliser. Notre destin est sur la mer. » Mao écrase sa cigarette. Il ne donne pas l'ordre de franchir le fleuve Yalu vers la Corée. Il donne l'ordre de tourner les canons vers l'océan. Novembre 1950. Sur le front coréen, les soldats américains avancent dans la neige, le doigt sur la gâchette. Ils attendent l'enfer. Ils attendent les vagues humaines chinoises. Mais rien. Le silence est total. Les services de renseignement US sont stupéfaits. Pas de Chinois en vue. Sans l'aide de Pékin, l'armée nord-coréenne s'effondre comme un château de cartes. Le jour de Noël 1950, le général MacArthur se tient sur les rives du fleuve Yalu, à la frontière chinoise. Il n'y a pas de guerre nucléaire, pas de débâcle, juste une victoire totale. Le drapeau américain et celui de l'ONU flottent sur une Corée unifiée. Kim Il-sung a fui en URSS, la dynastie des Kim meurt avant même d'avoir commencé. Mais pendant que Washington débouche le champagne à Séoul, un cauchemar se prépare à 2000 km au sud. Les États-Unis ont commis l'erreur fatale. Pour sécuriser leur victoire totale en Corée, ils ont déplacé la quasi-totalité de la 7e flotte vers le nord. Le détroit de Taïwan est dégarni. Janvier 1951. L'opération Dragon des mers est lancée. Ce n'est pas un débarquement technologique comme en Normandie, c'est une ruée. Des milliers de jonques de pêche, de chalutiers armés et de barges soviétiques se lancent à l'assaut de Taïwan sous une pluie d'acier. Les nationalistes se battent avec l'énergie du désespoir, mais ils sont seuls. Washington, pris de court, hésite. Faut-il risquer une guerre mondiale alors que la victoire en Corée est acquise ? Le président Truman décide de ne pas bouger. Taipei tombe dans le sang et les flammes, Chiang Kai-shek est capturé, l'île est libérée par Mao. La Chine est une et indivisible. Le monde se réveille avec une gueule de bois géopolitique, un échange tacite vient d'avoir lieu. Les USA ont gagné le continent coréen, la Chine a gagné sa souveraineté maritime. Les décennies passent. Au nord, la République de Corée unifiée devient le miracle économique du siècle. Pas de famine, pas de dictature héréditaire, pas de menace nucléaire planant sur le Japon. Séoul est une mégalopole scintillante, l'usine du monde libre, collée à la frontière chinoise, hérissée de bases américaines. Au sud, la Chine a digéré Taïwan. Sans l'épine de l'île rebelle, Pékin se tourne vers le grand large bien plus tôt. Dès les années 80, la marine chinoise conteste la domination américaine dans tout le Pacifique. Aujourd'hui, si vous ouvriez les yeux dans ce monde parallèle, vous ne sauriez même pas qui est Kim Jong-un. Il est probablement un simple comptable exilé à Moscou. Samsung et Hyundai sont des conglomérats encore plus puissants, contrôlant 80% de la technologie mondiale grâce aux ressources du nord de la péninsule. Mais en face, la Chine est terrifiante. Elle ne revendique pas Taïwan, elle est Taïwan. Ses sous-marins patrouillent jusqu'à Hawaï sans entrave. L'histoire a troqué une dictature nucléaire instable, la Corée du Nord, par une superpuissance maritime hégémonique, la Chine. Un monde plus stable ? Peut-être, mais un monde où l'océan Pacifique est coupé en deux, mur contre mur. Et vous, auriez-vous accepté l'échange ?